J'aimerais qu'on parle justement de Donald Trump et de Vladimir Poutine qui pourrait, mesdames, messieurs, se retrouver pour la première fois face à face, pour la première fois depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce serait au mois de septembre et à Pékin. Écoutez. Vous savez que nous préparons un voyage à Pékin. Notre président prépare ce voyage depuis longtemps. Il est en effet inscrit au programme du chef de l'État. Mais nous n'avons pas entendu dire que le président américain Donald Trump se rendrait également à Pékin. S'il se trouve qu'il y est, alors bien sûr, on ne peut pas exclure que la question de l'opportunité d'une rencontre soit posée. Voilà, je vais faire peut-être une énorme bêtise, mais je vais trahir un espion. Sergueï nous disait pendant ce sonore, je n'y crois pas une seule seconde. Absolument. Non, Pourquoi ? mais ça, c'est le truc de Poutine. Ça, bien évidemment, Poutine aurait aimé, aurait adoré ça. Ça, c'est une composition. Il voudrait construire un nouveau Yalta où la Russie, qui est une toute petite puissance économique qui est quasiment méprisable à l'échelle mondiale, mais avec son arsenal nucléaire soviétique, voudrait revenir dans la cour des grands. Et donc, lui, il voudrait attirer Trump dans ce piège. Pourquoi je n'y crois pas ? Parce que, souvenez-vous, Trump a dit... Je ne me souviens plus à qui il s'adressait, je crois que c'était quelqu'un qui se trouvait en Europe, qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Sont les États-Unis. Pour Trump, c'est les États-Unis et personne d'autre. Peut-être faites-vous allusion à la discussion surréaliste qu'il a eue avec Merz, le chancelier allemand, dans le bureau Oval. Il disait que ça a dû être un jour difficile pour votre pays. C'est ça, parce que le chancelier allemand lui rappelait qu'il n'était pas nazi. À l'époque où il a pensé maintenant d'instaurer la fête aux États-Unis, qui est au mois de mai, pour fêter la victoire américaine dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui est une bêtise absolue, parce que en fait, les États-Unis ont gagné cette guerre, non pas au mois de mai, mais en automne 1945. Et en fait, Xi Jinping, lui, il veut fêter sa victoire à lui dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est à cette occasion d'ailleurs que... C'est à cette occasion-là, les 80 ans. Donc pour lui, ce sont les Chinois qui se sont débarrassés des Japonais qui étaient sur le sol et d'autres. Et après... Il a invité quand même Poutine parce que Staline a participé quand même à cet effort. Mais inviter Trump, ça veut dire que en fait, Trump devra participer à la fête de Xi Jinping dans sa prétendue victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un affront absolu pour moi, pour Trump. Mais vous pensez qui était quand même l'été, parce que c'était le 1er septembre, et le 1er septembre, on a encore en été, vous avez dit l'automne 45, mais c'est pas grave. Vous avez, vous avez le sentiment, très sincèrement, que ça peut faire changer Donald Trump d'avis. Enfin, le symbole d'être à Pékin face à Poutine avec Xi, peut-être que ce sera plus fort pour lui que cette célébration chinoise. Je crois qu'il a prévu de rencontrer Xi Jinping plus tard. On parle d'octobre ou de novembre, en fait, de rencontres tête-à-tête entre Xi et Trump. Mais à mon avis... Quand vous dites on parle, qui est on ? J'ai entendu. D'accord. On n'en sera pas plus ce soir. Ouais. Sinon, on va devoir mourir. Je pense que de toute façon, Trump rêve de rencontrer Poutine, mais il peut difficilement le rencontrer s'il ne se passe rien. Le 3 septembre, donc, qui est la date de la victoire contre les Japonais, correspondra à l'échéance des 50 jours. Donc ça dépendra de ce qui s'est passé à ce moment-là et s'il y a une réponse ou non de Poutine. Alors c'est difficile pour Trump de le rencontrer effectivement à Pékin. En même temps, il faut choisir un lieu. Ça ne peut pas être Washington, ça ne peut pas être Moscou. Alors évidemment, il y a toujours la Turquie qui rêve d'être intermédiaire. Mais en tout cas, cette victoire contre le Japon et la participation de Poutine, c'était acté le 9 mai déjà. C'est-à-dire qu'effectivement, Xi Jinping était aux côtés de Poutine à un moment qui était un peu difficile. En contrepartie, Poutine s'est engagé à y aller le 3 septembre. Mais en fait, c'est Roosevelt qui avait demandé à Staline de déclarer la guerre au Japon. Donc c'était une demande américaine. Qui était faite à la conférence de Yalta. Et ça explique peut-être aussi cette demande qui était faite par Roosevelt
à Joseph Staline de s'impliquer dans la guerre asiatique. Ça explique aussi pourquoi peut-être Roosevelt a aussi facilement abandonné à l'esclavage communiste soviétique toute l'Europe de l'Est. Et n'oublions pas que les Japonais sont aussi à l'origine et à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale pour les Américains. Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et les bombardements Nagasaki et Hiroshima. C'est peut-être aussi ce que voudrait ou pourrait célébrer Trump en Chine, à savoir une victoire sur le Japon, auquel les Américains ont participé, qu'on le veuille ou non. Les Américains ont gagné la guerre du Pacifique contre les Japonais. Les Soviétiques, ce sont eux qui ont détruit 80% des divisions hitlériennes sur le front occidental. Avec des chars et les Chinois, qui ont été effectivement terriblement opprimés par les Japonais. On se souvient du massacre, du viol de Nankin. Mais les Chinois étaient des alliés. Donc, à la fois, les Chinois qui étaient à l'époque nationalistes, enfin Mao et Chiang Kai-shek étaient ensemble, étaient les alliés des Américains. Donc, on a tiré tous les fils. Vous n'y croyez pas à cette rencontre, à cette réunion entre Chinois, Russes et Américains le 3 septembre, mais historiquement, en tout cas, puisque c'est d'un événement historique dont on parle, ça peut être cohérent. Ça semble compliqué pour les États-Unis d'aller célébrer avec les Chinois, qui sont leur grand adversaire géopolitique, et avec les Russes, qui sont leur adversaire géopolitique malgré tout aussi, la victoire contre le Japon, qui est un de leurs alliés les plus loyaux en Asie aujourd'hui, où il y a quand même plus de 35 000 soldats américains qui sont basés au Japon aujourd'hui. Le Japon est le principal allié militaire de Washington. Mais je ne sais pas, vous raisonnez tous comme si ce n'était pas Donald Trump, l'homme qui est allé voir le leader nord-coréen, qui peut dire quelque chose un jour et son contraire le lendemain. C'est une commémoration possible. C'est une commémoration. Possible de même qu'il a dit à Merz, mais c'était un mauvais jour pour vous. Non, moi je pense que c'est une commémoration. Il y a un effet Trump. Pourquoi pas une rencontre comme ça? Peut-être que quelque chose sortira de cette rencontre, et on sait que Trump, à tort ou à raison, il croit à ces initiatives improvisées ou pas. Il a cru que le sommet de Helsinki avec Poutine allait donner quelque chose, ça n'a pas donné grand-chose. Il a cru que le sommet avec le leader nord-coréen allait donner quelque chose, tout ça dans son... Non, mais bien sûr, vous avez raison, mais ça n'a rien donné. C'est un grand amateur d'image, Donald Trump. Ça marche bien pour mettre en coupe réglée les Européens. Pour l'instant, c'est surtout là-dessus qu'il obtient des réels succès. Sergueï. En fait, ce qui me gêne dans cette histoire, pourquoi même Trump, je l'imagine mal, parce que en fait, quand vous allez dans une fête qui est organisée par les Chinois, vous passerez votre temps à contredire, parce que c'est eux les maîtres des lieux, c'est eux qui vont organiser tout organisé. Tout le protocole sera organisé par eux, et donc du coup, même avec le Trump complètement hors de contrôle, etc., il n'arrivera à mon avis pas à s'imposer, et donc il évitera ça. Et la rencontre avec Xi, il voudra la faire quelque part en Asie, mais dans un lieu plus neutre. Alors, il était question de l'APEC, effectivement, qui est la réunion du Forum Pacifique pour cette première rencontre avec Xi Jinping. Oui, puis le choix des armes ou le choix du lieu. Mais finalement, Donald Trump se rappellera que Xi Jinping avait accepté le choix du lieu par Trump pour une de leurs premières rencontres, qui n'était pas un lieu très solennel, c'était le golf. Ils ont fait le tour ensemble du golf, tous les deux, de Trump à Mar-a-Lago. Donc si Xi Jinping a montré qu'il était capable d'accepter l'invitation de Trump et les modalités de cette invitation, pourquoi est-ce que Trump n'accepterait pas l'offre du Chinois? Je ne l'exclus pas du tout pour ma part. Écoutez ce que dit Dmitri Peskov, c'est le porte-parole du Kremlin. Le ton a changé. Alors, évidemment, ce sont des nuances, mais c'est important en politique et encore plus en diplomatie. Écoutez ce qu'il dit des États-Unis et de Donald Trump. Le langage que Trump utilise maintenant à l'égard de Poutine, à l'égard de la Russie, cela peut-il s'expliquer par sa contradiction déjà mondialement connue, ou bien s'agit-il de politique stratégique? Après tout, le président Trump est le président du plus grand pays du monde, de la plus grande économie du monde. Et en plus, tout le monde est déjà habitué à sa rhétorique plutôt dure et directe, pour ainsi dire. De son côté, le président Poutine a parlé à plusieurs reprises de son désir d'orienter le plus rapidement possible le règlement ukrainien dans une direction pacifique. C'est un processus long, qui demande des efforts, qui n'est pas facile.
Et il est probable que de plus en plus de personnes à Washington s'en rendent compte. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais on a connu un Peskov beaucoup moins accommodant. Oui, certainement, mais pas vis-à-vis des États-Unis depuis que Trump est au pouvoir. Ça, c'est sûr que la rhétorique, elle a beaucoup changé. Ce qui n'était pas capté dans cette vidéo-là, c'est qu'il a continué de dire, mais ça ne change rien au fait qu'on devrait atteindre nos buts de guerre. Dans cette guerre. Oui, c'est ce qu'on disait c'est-à-dire que c'est toute une contradiction. Pour moi, de toute manière, et tous les Ukrainiens regardent plus ou moins de même manière, c'est qu'il n'y aura pas un vrai changement et il ne faut pas s'attendre à ça du côté de Poutine. C'est-à-dire, il dit une chose, qu'il veut la paix, qu'il veut vraiment cette action pacifique, qu'il veut y participer, et dans les faits, il bombarde l'Ukraine, il bombarde les civils, il continue de prendre tout son temps pour faire croire aux Américains qu'il est toujours là, il est toujours, et que les Américains sont toujours audibles et qu'il a la même volonté de paix que les Ukrainiens. Sauf que c'est pas vrai, parce que là, ce qui a changé dans la rhétorique, c'est qu'il n'hésite pas de montrer qu'on ne va pas renoncer à nos buts de guerre. Et leurs buts de guerre, ils n'ont pas changé depuis 2022. Et je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire. C'est extermination un peu du peuple ukrainien et de nations ukrainiennes indépendantes. C'est quand même une déclaration assez importante, moi je trouve, celle de Peskov, parce qu'elle signale, c'est la première fois je trouve qu'on a ce signalement, elle signale que les Russes, que le Kremlin ne prend pas à la légère l'ultimatum des 50 jours, maintenant il y en a 45 ou 44, je ne sais plus, de Trump. Lui là, vous faites le calcul dans votre tête, 24 heures plus 48 heures plus 50 jours. Oui, mais parce qu'il n'est pas crédible, Trump, avec les 50 jours, je peux vous dire. C'est juste ça. Non, mais moi je trouve que Peskov, ça montre que, je pense, mais je peux évidemment me tromper, mais c'est mon interprétation, c'est que le Kremlin quand même commence à réfléchir. S'il y a des sanctions secondaires de l'Amérique contre l'Inde, contre les sociétés pétrolières indiennes et les sociétés pétrolières chinoises, sur l'achat de pétrole russe, ça risque quand même d'impacter très fortement mon économie. Et il y a peut-être des gens en Russie, au Kremlin, qui y réfléchissent. Et c'est comme ça que j'interprète le message. Je voudrais avoir l'avis des autres. Le message de Peskov. Moi, j'ai moins de doutes j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. J'ai moins de certitude. Vous trouvez que le ton a changé ou pas? Pardon, excusez-moi. Le ton, vous savez, ils ont employé déjà ce ton. D'un côté, je suis d'accord avec Ludmila. En fait, ils passent la pommade en rappelant toujours que nous, on change rien. Donc, et d'ailleurs, c'est justement ça qui a agacé Trump. C'est justement ça que Trump a fini par dire, que Poutine me propose la paix, ne fait rien. Donc c'est du blabla. Même Trump l'a dit, et il y a pire que ça. Ça veut dire que les gens autour de Trump commence à le dire aussi d'une manière beaucoup plus violente que Trump. Nous avons entendu cette semaine un sénateur américain, très jeune, francophone, qui a traité Poutine de bandit. Et il a dit, on a ras-le-bol de ces histoires de Poutine. Donc, et surtout, je ferai remarquer à Renaud que Poutine lui-même, il n'a pas répondu. Et Trump ne parle pas à Peskov. Peskov n'est pas un interlocuteur de Trump. Trump ne parle qu'à Poutine. Et donc, tant que Poutine n'a pas donné sa version, en fait, elle n'existe pas. Donc, il y a les Medvedev qui ont donné déjà la version, il y a les Lavrov, il y a les Peskov, mais c'est pas Poutine. Et Trump n'attendra que Poutine. Sur ce point, Sergueï a tout à fait raison. Et comme le disait un jour Sylvie, Trump est une boîte noire, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Et tant qu'il ne s'est pas exprimé, il faut être très prudent. C'est surtout Poutine qui est une boîte noire. Poutine, on a tous compris Poutine. Voilà. Poutine, pardon. Absolument. Pour le moment, effectivement, Poutine n'a pas changé de position sur l'Ukraine. C'est ce qu'il a dit à Trump lors de leur dernier entretien téléphonique. C'est bien ce qui agace Trump, qui pourtant lui a laissé 50 jours. Maintenant, il ne peut pas simplement dire « je ne veux pas de la paix » parce qu'effectivement, Trump peut réagir. D'autant plus qu'effectivement, on parlait de son entourage. Dans sa volonté d'établir des relations amicales, économiques et autres avec la Russie, il est tout seul. C'est-à-dire le parti républicain n'est pas favorable, je ne parle même pas du parti démocrate, ni le Congrès n'est pas favorable à la Russie, ni le Congrès, ni même au sein des MAGA, ni même dans son entourage immédiat. Rubio est obligé de jouer le jeu, mais il était très très hostile en fait à la Russie. Et donc, si les Russes perdent complètement Trump, ils se retrouveront dans
16 mois ou je ne sais plus quand, avec des élections de mi-terme et peut-être effectivement une hostilité renouvelée à la Russie. Donc il est obligé de faire attention et de faire des déclarations qui vont dans le sens d'une volonté de paix, même si maintenant, effectivement... Qui est celle de sa base, quand même. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, on a vu des membres je ne sais pas comment on peut appeler ça, du parti MAGA, du mouvement MAGA brûler leur casquette dernièrement, quand même. C'est la première fois que ça arrive. Alors, pas lié, évidemment, à la politique de Trump sur la Russie et l'Ukraine, mais lié à l'affaire Epstein. Qui lui pose visiblement plus de problèmes qu'on le dit ici. Je voudrais juste vous poser une petite question simple. Tout à l'heure, il y avait Jean-François Colosimo avec nous qui me disait ce qui a aussi changé les choses, c'est le bombardement de l'Iran. On sait que les Américains sont armés, on connaît leur puissance de feu, mais là, le fait qu'il ait utilisé ces bombes, ces bombardiers, montre qu'il est capable de choses qui ne sont pas forcément... comment dirais-je, conventionnel dans l'échange diplomatique. Oui, alors je pense pas parce que pour moi, le bombardement de l'Iran n'a rien changé sur l'équation vis-à-vis de la Russie. D'abord parce que les deux pays sont très différents, la puissance militaire des deux pays est très différente, et puis la Russie c'est une puissance nucléaire comme les États-Unis, donc on est sur une autre rhétorique que vis-à-vis d'un pays comme l'Iran. Que Trump soit capable d'initiatives audacieuses ou surprenantes, oui, mais ça, je pense que la démonstration n'a plus besoin d'être faite. Les Russes, aujourd'hui, jouent la montre parce qu'ils font le pari de dire la guerre en Ukraine n'est pas un enjeu vital pour les États-Unis, ce qui est vrai, et ce n'est pas un enjeu stratégique majeur pour les États-Unis de Donald Trump, ce qui est probablement vrai aussi. La base politique de Donald Trump, aujourd'hui, oui, elle lui en veut une partie de cette base-là, en tout cas pour des questions de politique intérieure, c'est l'affaire Epstein. Mais d'ailleurs, il est en train d'allumer des contre-feux contre les démocrates pour essayer de contrer ça. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est très clair et qui était très clair pendant la campagne, c'est que cette base politique ne veut plus d'engagement militaire américain d'ampleur à l'étranger. Des frappes ciblées, comme ça a été le cas sur l'Iran, pourquoi pas, tant que ça s'arrête tout de suite. Et la guerre en Ukraine est une guerre d'usure, c'est une guerre de durée, donc c'est pas une guerre qui est réglable avec 3 B2 et quelques bombes. Donc cette base politique-là, elle n'a pas changé d'option. Les Américains ne changeront pas là-dessus, et donc Trump, il essaye de gagner du temps parce qu'en réalité, il a peu de choses à mettre dans la balance. En termes de négociation, je ne crois pas en particulier qu'il prendra le risque de déstabiliser durablement les marchés pétroliers parce qu'il y a suffisamment d'intérêts pétroliers aux États-Unis pour que ça pèse aussi lourd sur sa prise de décision. Sergueï. Et vous savez, et Poutine et Xi Jinping ont aussi l'art de provoquer Trump en quelque sorte. Parce que déjà, je vous rappelle que demain ou après-demain, la Chine et la Russie vont se rencontrer avec les Iraniens. Sur la question nucléaire. Donc en fait, c'est justement ce que Trump ne voulait pas. Il a dit à Poutine qu'il se passerait complètement de lui dans le règlement de problématiques nucléaires de l'Iran. Les Chinois sont présents ici en montrant qu'ils sont là derrière l'Iran. D'ailleurs, je vous rappelle que ce sont les Chinois qui ont obtenu l'accord historique entre les sunnites et les chiites, que personne dans le monde n'ait jamais réussi à obtenir jusqu'alors. Ce qui fait que, en attendant cette rencontre le 3 septembre, à mon avis, les deux, et Poutine et Xi Jinping, arriveront à énerver Trump suffisamment pour qu'il renonce à tout déplacement à Pékin. Oui, alors simplement une petite remarque, c'est que le régime vis-à-vis de l'Iran, l'accord nucléaire qui s'appelle JCPOA a été conclu par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est vendredi que se réunissent le E3, c'est-à-dire les Français, les Anglais et les Allemands avec les Iraniens. Et je pense que cette rencontre des Russes et des Chinois avec les Iraniens répond à cela.
Et c'est la dernière unanimité internationale qui existe. Je pense que Sylvie a raison. La dernière unanimité internationale qui existe, c'est ces pays qui ont fait ce JCPOA, cet accord nucléaire avec l'Iran qui a été signé le 14 juillet 2015 à Vienne. Eh bien, ils sont toujours d'accord pour qu'il n'y ait pas de prolifération. Donc, il s'agit des 5 puissances nucléaires membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Ils sont tous d'accord pour qu'il n'y ait pas de prolifération nucléaire, pour que ce soit dangereux. Et là-dessus, sur ce dossier-là, les Chinois et les Russes aujourd'hui rejoignent les Américains, les Français et les Anglais. Et c'est une énorme blague, excusez-moi, parce qu'il y a l'Israël, il y a la Corée du Nord, il y a le Pakistan et l'Inde qui ont largement violé cet accord tant félicité par Renault. Il y avait l'Afrique du Sud qui avait aussi l'arme nucléaire mais qui est renoncée. Et donc en fait cette non-prolifération, c'est vraiment une grosse blague internationale. Vous ne parlez pas du même accord. Moi je parlais de l'accord de 2015 de Vienne. Et là vous parlez du TNP qui était le traité de non-prolifération qui a été signé en 1968. Le résultat est là. Qui n'a rien à voir. Mais le résultat est là. Non, mais c'est pas la même chose. Ce que veulent défendre ces pays qui l'ont négocié, c'est effectivement cet accord nucléaire avec l'Iran. Les Européens ont des atouts parce qu'il y a une possibilité de remettre les sanctions qui avaient été levées par un processus qui s'appelle le snapback. Donc c'est pour ça que, pour une fois, enfin sur un dossier, ils ont un véritable atout. Et les Russes et les Chinois ne veulent pas être tenus à l'écart de cela. Et c'est la raison pour laquelle l'Iran a adhéré et adhère toujours au traité de non-prolifération. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des caméras de la IEA. C'est pour ça qu'on connaissait les sites nucléaires en détail de l'Iran, alors qu'effectivement, le Pakistan, l'Inde, Israël n'ont pas adhéré à ce traité de 1968 de non-prolifération nucléaire et que la Corée du Nord s'en est retirée.